On vit dans un monde où l'accès à la quasi-totalité du savoir humain est devenu immédiat, Ouais, et complètement gratuit en plus. voilà, gratuit. Et pourtant, paradoxalement, nos esprits n'ont jamais semblé aussi pauvres, dispersés et carrément épuisés. Ah mais totalement. C'est le grand paradoxe de notre époque, quoi. Du coup, l'objectif de notre plongée au cœur de nos sources aujourd'hui, ça va pas être de donner une énième astuce de productivité. Non, surtout pas. Il y en a déjà bien assez. C'est ça. On va plutôt déconstruire de fond en comble ce mythe de la gestion du temps pour s'attaquer aux vrais problèmes. Et pour lancer cette exploration, il y a une référence musicale qui revient dans les textes. La fameuse chanson de Radiohead. Ouais, 2 et 2 font 5. C'est fou parce que le morceau commence super doucement. Presque comme une berceuse, ouais. Voilà, et c'est vraiment le point de départ de tout ça. Bah, c'est une secousse parfaite pour démarrer, en fait. Parce qu'on a tous intériorisé cette espèce de culpabilité massive face à nos écrans. Oh oui, le fameux «j'ai pas le volonté». C'est exactement ça. On se dit que si on passe, je sais pas, 2 heures à faire défiler des vidéos au lieu de lire un livre ou juste de dormir, Ce qui m'arrive tout le temps, je l'avoue. moi aussi, hein, et on se dit que c'est parce qu'on manque de discipline. On réduit notre attention à une simple question de volonté individuelle. Alors que ce n'est pas le cas. Bah non. Or, les recherches que nous allons décortiquer aujourd'hui, notamment celles menées par le chercheur Yves Citon, Qui étudie la façon dont les médias recablent un peu nos environnements, c'est ça, SRAM? ouais, c'est ça, eh ben ces recherches nous obligent à changer radicalement de perspective. La distraction, ce n'est pas une faiblesse morale, c'est un enjeu vital, social et même profondément environnemental. Ok, décortiquons ça. Parce que ce sentiment d'avoir le cerveau qui sature en permanence, c'est devenu la norme absolue. Malheureusement, oui. J'aime bien utiliser cette analogie. Naviguer dans la société moderne, c'est comme entrer dans un buffet gigantesque où absolument tous les plats sont gratuits. Le rêve sur le papier, quoi. Voilà, c'est le paradis. Mais le piège, c'est que le prix d'entrée, on le paie avec notre énergie mentale. Ah, c'est une très bonne image. Et du coup, on sort de ce buffet complètement lessivé, avec une indigestion monumentale. Sans même avoir savouré ce qu'on a mangé. Exactement. Bah, ton analogie du buffet fonctionne super bien pour illustrer le volume écrasant, mais elle oublie un détail un peu sinistre, je trouve. Ah bon? Lequel? Dans ce buffet moderne, la nourriture essaye activement de sauter toute seule dans notre assiette. Ah ouais, vu comme ça, c'est un peu effrayant. Carrément. Pour comprendre les mécanismes en jeu, sans tomber dans un jargon académique incompréhensible, il faut partir d'une réalité brute. Notre attention est devenue la matière première la plus convoitée. La plus extraite par le capitalisme d'aujourd'hui, en gros. C'est ça, mais au lieu de la traiter comme un simple compte en banque qu'il faut faire fructifier à tout prix, Ce qu'on fait tout le temps. ouais, nos sources nous poussent plutôt à la considérer comme un écosystème naturel et extrêmement fragile. Mais soyons tout à fait honnêtes une seconde. C'est un problème purement technologique et très récent, non? Ah, la fameuse idée reçue. Bah oui, on parle de notre époque. Des algorithmes ultra puissants, des notifications qui font vibrer nos poches. Et qui pirate notre circuit de la récompense. Exactement. On ne peut pas vraiment comparer ça au monde d'avant l'invention d'Internet, si? Eh bien, c'est fascinant de voir à quel point l'histoire nous prouve le contraire. Dès 1902, 1902. Sérieusement? sérieusement, Gabriel Tarde, qui est un des pionniers de la sociologie moderne, alertait déjà sur ce qu'il appelait la fatigue de l'attention. Donc bien avant la télé ou les smartphones. Exactement. En fait, il observait les débuts de la surproduction industrielle. Le mécanisme est implacable. Quand les usines commencent à produire trop de marchandises matérielles, Plus que ce dont les gens ont besoin. voilà, et qu'il faut créer un désir artificiel pour les écouler. Et c'est la naissance de la publicité de masse. Ah d'accord, je vois le lien. Tardet voyait cette pub s'afficher sur les murs des villes, dans les journaux, et il comprenait que pour vendre ce surplus matériel, L'industrie devait d'abord capturer une ressource invisible. notre attention. Le numérique n'a rien inventé, il a simplement industrialisé et accéléré à la vitesse de la lumière un processus d'extraction qui a plus d'un siècle. C'est fou. C'est ce qui nous amène à ce fameux paradoxe de l'abondance. Il y a un exemple dans les sources qui m'a beaucoup marqué là-dessus. Vas-y. C'est l'exemple du Festival d'Avignon, en France, au mois de juillet. Enfin, pour notre auditoire, quiconque y a déjà mis les pieds voit exactement de quoi on parle. Ah, que oui, c'est un raz-de-marée visuel. Mais grave, on marche dans des toutes petites rues médiévales et on est littéralement assailli par des milliers d'affiches placardées partout. Sur le moindre centimètre carré de mur. C'est ça. Il y a plus de 1200 pièces de théâtre qui se jouent en même temps, des centaines d'acteurs en costume qui vous arrêtent dans la rue pour donner des tracts.
La production culturelle est d'une abondance inouïe. Inouï, les œuvres sont là, physiquement, mais notre capacité à les absorber est strictement plafonnée. On ne peut pas voir 1200 spectacles. C'est physiquement impossible, oui. Et ce qui se passe dans les rues d'Avignon, c'est en fait la matérialisation parfaite de ce que l'économiste Herbert Simon a théorisé en 1971. Qu'est-ce qu'il disait? Il a posé une équation hyper simple mais dévastatrice. La richesse d'information crée inévitablement une pauvreté de l'attention. Parce que l'information consomme notre attention, c'est ça? Exactement. L'information consomme l'attention de celui qui la reçoit. Donc, s'il y a une offre infinie de contenu, Ça engendre une rareté absolue de notre côté, du côté du récepteur. c'est la mécanique invisible derrière l'adage qu'on répète tout le temps aujourd'hui. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Voilà. Sauf qu'en réalité, le vrai produit vendu aux annonceurs, C'est notre temps de cerveau disponible. c'est ça. Donc la ressource est rare, elle a des limites biologiques claires et tout un système industriel est conçu pour la traquer. Ouais, de façon très agressive. Mais du coup, comment ça fonctionne concrètement sous notre crâne? Comment on se fait pirater au quotidien? Pour comprendre ça, les textes déconstruisent notre attention pour montrer qu'elle opère sur plusieurs niveaux en même temps. 3 niveaux, si je me souviens bien. C'est ça. Commençons par l'échelle la plus intime, le niveau purement individuel, neurobiologique. On cite souvent les travaux du psychologue Daniel Kahneman à ce sujet. Il compare ça à un budget, non? Ouais, Kahneman explique très bien que notre attention volontaire, celle qui demande un effort conscient, fonctionne exactement comme un budget énergétique. Notre cerveau consomme beaucoup d'énergie pour rester concentré. Énormément de glucose, oui. Et il ne peut tout simplement pas traiter toutes les informations sensorielles qui l'entourent. Il doit filtrer pour survivre, quoi. Absolument. D'ailleurs, c'est ce qui explique cette fameuse et très drôle expérience du gorille invisible. Ah oui, un classique. Pour ceux qui ne connaissent pas, on demande à des participants de regarder une vidéo d'un match de basket très rapide. Et de compter les passes, c'est ça. Ouais, de compter précisément le nombre de passes que fait l'équipe en blanc. Les gens sont tellement focalisés sur le ballon et ils dépensent tellement d'énergie cognitive pour ne pas rater une passe. Qu'à la fin, la moitié d'entre eux n'a même pas remarqué le gorille. Mais oui, un homme déguisé en gorille qui traverse l'écran en se frappant la poitrine en plein milieu de la vidéo. C'est fou, hein? C'est l'illustration clinique parfaite de la cécité attentionnelle. C'est dingue qu'on puisse rater un truc pareil. L'hyperfocalisation a un coût biologique exorbitant. Quand on concentre toute notre puissance cérébrale sur une tâche complexe, Notre cerveau éteint littéralement la perception du reste pour économiser de l'énergie. exactement, il coupe les autres caméras, en gros. D'accord. Donc, biologiquement, à l'échelle d'un seul individu, on est hyper limité. Mais que se passe-t-il quand on multiplie ce cerveau limité par des millions d'individus à l'échelle d'une société? Ah, là on entre dans une autre dimension. C'est ce que les sources appellent l'attention collective. C'est ça? Le règne des médias de masse et du fameux régime de l'alerte. J'ai cette image en tête qui vient des textes. L'attention collective, c'est comme un immense banc de poissons dans l'océan. Ouais, très parlant. Des milliers de poissons nagent paisiblement et soudain, paf, un prédateur est signalé. Et instantanément, Tout le banc tourne violemment dans la même direction. voilà, sans réfléchir. L'image du banc de poissons est redoutable parce qu'elle touche vraiment à notre instinct de survie. Et le régime de l'alerte exploite exactement cela. Il faut faire peur pour capter l'attention. C'est ça? Pour capter l'attention de millions de personnes simultanément, il ne faut surtout pas faire appel à la nuance ou à la réflexion lente. Non, ça ne marche pas, ça. Il faut déclencher l'urgence, la peur, le scandale, l'indignation. Le bad buzz, quoi. L'indignation, c'est le carburant numéro 1. Les grands médias et les algorithmes sociaux opèrent comme de gigantesques banques. Ils accumulent notre attention collective en agitant des menaces. Ils synchronisent nos cerveaux dans la même direction, puis ils revendent cette attention synchronisée. C'est un mouvement très massif, très vertical, qui nous écrase un peu, je trouve. Carrément. C'est le niveau le plus anxiogène. Heureusement, il existe un niveau intermédiaire, une sorte de bouclier entre mon petit cerveau isolé et la grande machine médiatique. Oui, l'attention conjointe. L'échelle du 1 pour 1. Le face-à-face, quoi. Et c'est sans doute la forme la plus vitale. L'attention conjointe, ce n'est pas une invention culturelle. C'est un mécanisme évolutif profond, c'est ça, eh. Tout à fait. Dès notre plus jeune âge, bien avant de savoir parler, on apprend à suivre le regard de nos parents. On regarde là où l'autre regarde. Voilà. Dans la nature, ça permettait de repérer un danger ensemble, de survivre à deux. Aujourd'hui, c'est vraiment le fondement de l'empathie et de ce qu'on appelle le care, le fait de prendre soin. C'est ce qui se passe dans une salle de classe entre un prof et ses élèves, non? Ou dans un théâtre, oui. Quand on est physiquement ensemble, que nos corps partagent la même acoustique, la même lumière, On s'accorde.
on s'accorde, et on se rend vulnérable à la présence de l'autre. C'est une véritable écologie de la confiance. Totalement opposé au flux anxiogène et programmé de l'attention collective dont on parlait juste avant. Mais exactement. Attends, je vous arrête sur un mot que vous venez d'utiliser et qui revient tout le temps dans cette discussion, le mot écologie. Oui, c'est central. Parce que depuis le début, quand on parle de ce sujet, on a un réflexe très fort. On utilise systématiquement un vocabulaire de banquier ou de manager d'entreprise, Oui, on parle de budget cognitif. de gérer son temps de cerveau, de ressources rares, de déficit de l'attention. Mais, utiliser les mots du capitalisme pour parler de l'intimité de notre propre conscience, N'est-ce pas déjà perdre la bataille? c'est la question. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est la critique la plus percutante que fait Yves Citon dans ses travaux. Ah oui, Il dit que parler d'économie de l'attention, c'est déjà capituler. parce qu'on accepte les règles du jeu. Exactement. C'est accepter implicitement qu'il faut maximiser un profit, calculer un retour sur investissement cognitif. Comme si notre cerveau était une petite PME qu'il fallait rentabiliser. C'est terrible, hein? Il nous invite donc à rejeter ce terme avec force et à adopter le concept d'écosophie. L'écosophie, un terme forgé par le philosophe norvégien Arne Næss, c'est bien ça? C'est bien ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Concrètement, ça veut dire quoi de remplacer l'économie par l'écosophie? Le principe de base de l'écosophie, c'est d'arrêter de croire que nous sommes des entités isolées qui se promènent dans un décor. On n'est pas juste des points sur une carte. Voilà. Un individu n'existe pas en dehors des relations qui le constituent. Nous sommes littéralement tissés par nos interactions avec les autres, avec la nature, avec les objets. On a le cerveau là-dessus. Vas-y, je vois duquel tu parles. C'est l'analyse d'une aquarelle du peintre indien Rajarshimitra. Ça s'intitule Scène de pluie à Calcutta. Oui, un très bon exemple. L'idée, c'est que quand on regarde cette peinture, notre œil qui a été façonné par des siècles de productivité, il va directement chercher les objets clairs, la forme, les figures. On va regarder les silhouettes humaines. Voilà. L'attention des parapluies sous la pluie, l'action principale, quoi. On isole les éléments pour les comprendre rapidement. Et c'est normal, hein. Notre système perceptif est entraîné à isoler ce qui ressort pour aller vite. C'est instinctif. Sauf que la démarche écosophique nous demande de faire l'inverse. Elle nous demande de faire un effort conscient pour regarder ce qu'on ignore toujours, le fond. Et pas juste le décor peint en arrière-plan. Non, la réalité matérielle de ce qu'on est en train de regarder. Le grain du papier, l'eau utilisée pour l'aquarelle. Donc, pour notre auditoire aujourd'hui, si on transpose cette idée à notre quotidien numérique, regarder le fond, ça ne veut pas dire faire de la critique d'art. Non, pas du tout. Ça veut dire réaliser que, par exemple, lorsqu'on regarde une petite vidéo humoristique de 15 secondes dans le métro sur notre smartphone, On ne regarde pas juste un contenu magique flottant dans les nuages. c'est ça. Le cloud, ça n'existe pas, en fait. On sollicite des câbles sous-marins qui traversent l'Atlantique, Des serveurs climatisés en permanence qui consomment l'équivalent énergétique d'une ville moyenne. des métaux rares extraits à l'autre bout de la planète dans des conditions horribles. Et le travail souvent complètement invisible de milliers de modérateurs humains. L'écosophie, c'est ça. C'est voir cette énorme chaîne de relations écrasantes derrière un simple tapotement sur un bout de verre. Cette prise de conscience change tout. Elle révèle ce que le chercheur appelle la guerre des écologies. La guerre des écologies, c'est-à-dire... Prenons un exemple concret. L'aménagement d'une ville. Vous avez d'un côté un urbaniste dans son bureau. Ok, le mec en costume. Voilà, il regarde la ville d'en haut, sur un plan. Son attention est abstraite, surplombante. Il va décider de mettre un espace vert ici pour des raisons d'image ou de rentabilité immobilière. C'est une vision très capitaliste, très macro. Exactement. Et face à lui, vous avez un groupe d'habitants qui créent un jardin partagé au pied de leur immeuble. À l'échelle locale. Leur attention est à l'échelle 1 pour 1. Elle est enracinée. Ils mettent littéralement les mains dans la terre. Et ils ne font pas que cultiver des légumes, j'imagine. Non. Surtout, ils cultivent des relations de voisinage, de l'entraide, du lien social. Donc on a un choc frontal entre une attention qui gère de loin et une attention qui prend soin de près. C'est exactement ça, la guerre des écologies. Face à cette guerre, face à des algorithmes conçus par des milliers d'ingénieurs, dont le seul but est de capter notre regard, comment on fait pour ne pas devenir fou? C'est la grande question pratique, oui. Parce qu'on ne peut pas tous aller élever des chèvres dans le Larzac et jeter nos téléphones. Ce serait compliqué. Quelles sont les leçons pratiques vraiment applicables dans notre quotidien, qui est souvent très stressant, pour reprendre un peu de contrôle? Les sources offrent des vraies pistes. Il y a une idée que j'adore qui emprunte à la biologie, la nécessité de créer des vacuoles. Ah oui,
les vacuoles. En biologie cellulaire, une vacuole, c'est une petite cavité, un espace isolé et protégé à l'intérieur même d'une cellule qui lui permet de se régénérer. Et si on transpose ça à notre vie sociale et professionnelle, Créer une vacuole, c'est revendiquer un espace-temps totalement imperméable aux sollicitations extérieures. c'est la mécanique derrière le droit à la déconnexion en fait. Oui, notre cerveau a un besoin physiologique vital de ne pas être bombardé de stimuli en permanence, juste pour consolider la mémoire et réduire le cortisol. L'hormone du stress. Voilà. Mais là, on touche à une vraie friction du monde réel, non? Comment ça? Enfin, c'est magnifique sur le papier de se faire une petite bulle. Mais quand on travaille dans une entreprise où la culture exige d'être hyper réactif sur la messagerie instantanée, Où le patron s'attend à une réponse sur Slack ou par email dans les 5 minutes? ouais, Dans ce contexte-là, créer une vacuole, ça devient un acte de rébellion, voire un vrai risque professionnel. C'est exactement pour cela que ce n'est pas qu'un problème individuel. Créer des vacoules, ça doit devenir un combat collectif au sein des organisations. ça ne peut pas reposer que sur nos épaules. Si chaque employé doit lutter seul contre la culture de l'immédiateté de sa boîte, il va juste s'épuiser, faire un burn-out. Il faut des règles collectives qui sanctuarisent ces espaces de pensée profonde. Parce que sans eux, l'innovation s'effondre. On ne crée rien de nouveau dans l'urgence permanente. C'est super clair. Et il y a un autre point pratique dans les sources qui, franchement, est extrêmement déculpabilisant. Ah ouais. Lequel? C'est l'idée de choisir ses aliénations. Oui, Très important ça. parce qu'on passe notre temps à se flageller dès qu'on est un peu distrait. On pense que la distraction, c'est le mal absolu. Or, notre attention est biologiquement programmée pour s'aliéner. Pour sortir de nous-mêmes, quoi. C'est une bonne chose. Le problème n'est pas de s'évader, c'est de savoir dans quoi on s'évade. C'est ça. Enfin, se perdre pendant 3 heures dans un roman magistral ou être tellement absorbé par un projet manuel ou par l'écoute d'un album de musique qu'on en oublie de manger. C'est une aliénation heureuse, ça. Bah oui, le but de la vie n'est pas d'être un processeur ultra concentré en permanence sur des tableurs Excel. Absolument pas. Il faut déconstruire cette espèce de tyrannie de la concentration absolue. C'est clair. Et si on relie ça au tableau d'ensemble? Cela m'amène à un concept clé emprunté au psychanalyste Sigmund Freud. L'attention flottante, c'est ça? L'attention flottante, oui. Attends, l'attention flottante, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous martèle depuis l'école primaire ou dans les séminaires d'entreprise. C'est sûr. On nous répète en permanence qu'il faut être concentré à 100%, avoir le regard fixé sur l'objectif, ne jamais dévier. Parce que cette injonction à la concentration extrême, c'est un héritage direct du taylorisme du début du XXe siècle. Le travail à la chaîne. Voilà. On exigeait de l'ouvrier à la chaîne de ne regarder que sa machine pour maximiser le rendement, ne surtout pas regarder ailleurs. Sauf que, comme on l'a bien vu avec l'expérience du gorille invisible tout à l'heure, Cette hyperconcentration nous rend totalement aveugles au contexte. on rate le gorille. On rate le gorille. L'attention flottante à l'inverse, c'est d'accepter d'avoir un esprit un peu relâché, un peu moins focalisé, qui vagabonde. Pourquoi c'est si crucial aujourd'hui? Parce que seule cette attention périphérique permet de faire des liens inattendus, de capter des signaux faibles, De remarquer qu'un collègue va mal dans l'open space, par exemple. ou de trouver une solution vraiment créative à un problème complexe. L'innovation naît rarement quand on fixe un écran les dents serrées en stressant. Donc culpabiliser de ne pas être concentré à 100% tout le temps, c'est vraiment une erreur. Complètement. Ce qu'on appelle souvent de la rêverie ou un manque de focus, c'est en fait une fonction essentielle de notre intelligence. Il faudrait développer une sorte d'attention polyphonique, en fait. Polyphonique, c'est-à-dire Être capable d'être hyper focalisé quand on doit analyser un contrat très dense, oui, mais savoir relâcher la pression et passer en attention flottante le reste du temps. pour rester connecté à la réalité du monde et aux autres. C'est exactement ça. On voit bien comment ces idées renversent totalement la table. Ah ça change tout. Ce qu'on vient d'explorer, c'est vraiment pas un manuel pour apprendre à vider sa boîte mail plus vite ou à cocher plus de cases sur sa liste de tâches avant de dormir. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est un manifeste sur notre façon de vivre ensemble, en fait. Notre attention n'est pas juste un curseur de productivité, c'est la matière première qui construit notre réalité collective. Ce à quoi on choisit de prêter attention devient littéralement notre monde. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire, Prestiz? Comment on pourrait synthétiser cette immense réflexion qui brasse la neurologie, l'histoire, l'écologie, pour que notre auditoire puisse l'emporter une fois cette exploration terminée? Je crois qu'il y a une réflexion finale qui prolonge de façon vertigineuse tout ce que nous venons d'échanger aujourd'hui. Ah oui? Laquelle? Si notre attention est véritablement l'aiguille qui tisse la réalité de notre monde, comme on vient de le dire, ouais. Il ne faut jamais oublier l'épaisseur matérielle du fil qu'elle utilise. C'est-à-dire l'infrastructure physique derrière tout ça. Voilà.
Sachant qu'aujourd'hui, le moindre de nos clics s'appuie sur une infrastructure colossale. Des montagnes éventrées pour extraire du lithium, Des milliers de kilomètres de câbles posés au fond des océans. un coût énergétique phénoménal et le labeur humain aux quatre coins du globe. Ouais, la facture est lourde. Très lourde. Donc la question devient vertigineuse. Quel type de réalité sociale, politique, environnementale sommes-nous secrètement en train d'usiner, de fabriquer? À chaque fois qu'on fait machinalement glisser notre doigt sur un écran pour fuir l'ennui. C'est ça. Ce n'est plus juste une question de fatigue individuelle. Chaque seconde de notre attention orientée vers le numérique dessine le monde physique que nous allons léguer. C'est une responsabilité énorme. Et c'est une invitation puissante à se plonger dans ces sources pour y chercher des réponses d'une urgence absolue, tu vois. La prochaine fois que le vertige nous prendra au milieu ce grand buffet illimité de l'information, on se rappellera qu'il ne s'agit pas que de notre propre indigestion. Non, c'est tout un monde derrière. C'est tout un écosystème de relations humaines et matérielles qu'il faut réapprendre à protéger. Exactement. Et l'acte de résistance le plus concret qu'il nous reste, c'est peut-être simplement d'accepter de lever les yeux de nos écrans virtuels. Et de faire enfin attention au fond du tableau.